Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Santé d'abord. On avait déjà abordé dans un numéro précédent les AVC, les signes de la maladie et l'ampleur de ce mal chez nous au Togo. Ce soir, nous parlerons de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux et les mesures préventives pour éviter les crises d'AVC pouvant conduire au décès. Mais avant d'aborder la seconde partie, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui a constitué la première partie pour ceux qui n'ont pas suivi ce numéro? Voici un rappel, le résumé dans ce sujet que nous a préparé Giovanni Osvaldo. Un accident vasculaire cérébral, encore appelé attaque, survient lorsque la circulation du sang vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché. C'est l'AVC ischémique, c'est le plus fréquent. Mais on parle de l'AVC hémorragique quand le vaisseau sanguin est rompu. Il est dû souvent à une rupture d'anévrisme. Cependant, les tumeurs, les crises d'hypertension et divers troubles de la coagulation peuvent aussi entraîner des hémorragies cérébrales. Les signes d'un accident vasculaire cérébral dépendent de la zone du cerveau qui est atteinte et de l'étendue de la lésion. Certains signes correspondant aux zones les plus fréquemment touchées et qui surviennent soudainement sont une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambes, des troubles de la parole. Ces trois signes d'alerte peuvent être accompagnés tout aussi brusquement de troubles de l'équilibre, de maux de tête intenses ou d'une baisse de vision. On parle aussi d'accident ischémique transitoire lorsque l'obstruction de l'artère cérébrale se résorbe d'elle-même et ne provoque pas de séquelles. Il peut donc passer inaperçu et être confondu avec un simple malaise, mais il signale pourtant un risque important d'AVC plus grave. C'est une urgence. Au Togo, les AVC prennent de l'ampleur. En 2020, le nombre de cas d'AVC hospitalisés est passé de 3776 à 3929 en 2021, avec 1049 décès en 2020 et environ 1300 l'année dernière. Voilà, si le décor est planté, nous sommes sur ce plateau avec Olive. Olive, bonsoir. Bonsoir Carole. C'est mardi de santé. C'est mardi de santé. Nous abordons aujourd'hui la deuxième partie de notre thème consacré aux AVC. Et nous allons plutôt mettre ce soir l'accent sur la prévention et la prise en charge. Merci beaucoup. Et nous sommes toujours avec le même invité. Il est infatigable, toujours disponible pour nos invitations dans des émissions. Professeur Monfoubolo, bonsoir. Bonsoir Madame Peto. Comment allez-vous? Ça va. Je rappelle que vous êtes neurologue, chef du service de la neurologie au niveau du CHU Sylvanus Olympio. Oui. Ce soir, nous allons parler du traitement des AVC et de comment prévenir ces AVC. Alors, à titre de rappel, qu'est-ce qu'un AVC? Un AVC, comme on le dit, c'est un accident. C'est quelque chose qu'on n'attend pas qui survient. Alors, c'est une paralysie soudaine qui intéresse soit la motricité, les mouvements, qui peut intéresser le langage, la vision et également l'équilibre. Donc, et ces particularités vont entraîner un déficit de mouvement, donc qu'on appelle hémiplégie ou hémiparésie, ou bien même la cécité, ou un trouble du langage, ou la mort simplement. Alors, professeur, lorsqu'on parle des AVC, vous les classez en deux catégories. Pouvez-vous nous les rappeler ce soir? Il y a deux grandes entités. La première entité, qui est la plus fréquente, est liée à l'occlusion ou l'obstruction d'une artère dans le cerveau par un caillot qui peut provenir du cœur, qui peut provenir des tuyaux, qui peut provenir du sang lui-même. Et la deuxième entité, c'est ce qu'on appelle AVC hémorragique. Et cela est lié à l'éclatement d'une artère dans le cerveau. Mais les deux peuvent entraîner les mêmes signes. Donc on ne peut pas faire la différence sans qu'on ait pratiqué l'imagerie cérébrale ou le scanner du cerveau. Alors, je crois qu'il est quand même important de rappeler aussi les causes les plus fréquentes de ces accidents vasculaires cérébraux, professeur. Oui, bien sûr. D'abord, nous allons parler des facteurs de risque. Les facteurs de risque, on les classe en deux groupes. Ceux
qu'on peut éviter. Donc ce sont des facteurs liés à nos comportements. Des facteurs modifiables. Modifiables. Et donc c'est en tête de liste l'hypertension artérielle, qui est le grand tueur, qui est le tueur silencieux. Suivi de l'obésité par exemple, la sédentarité, le diabète, le tabagisme, la consommation anarchique de certains aliments, notamment la graisse, le sel, et les facteurs... Et le sucre. Le sucre, oui. Le sucre à la base du diabète. Du diabète, oui. Oui. Et les facteurs qu'on ne peut pas modifier, notamment l'âge, plus on avance en âge, plus les risques sont grands. À côté de ça, il y a le sexe, femme ou homme. Mais chez nous, la plupart des études ont montré que les femmes sont plus à risque que les hommes. Et puis, il y a la race noire qui est plus enclin à faire l'hypertension artérielle et donc un AVC. Alors, ce soir, c'est vrai que nous parlons du traitement. Nous allons mettre l'accent, comme l'a dit Olive, nous mettons principalement l'accent sur le traitement des AVC. Alors, lorsqu'on parle du traitement des AVC, cela va dépendre forcément du type d'AVC que vous avez en face de vous. C'est bien cela? Exactement. Alors, pour parler du traitement, nous allons parler du traitement curatif et de la prévention. Mais d'abord, avant d'entrer en jeu, nous allons parler de la filière de prise en charge des AVC. Lorsque vous parlez de filière, vous voulez faire allusion aux différentes étapes de la prise en charge? Aux différentes de la survenue de l'accident jusqu'à ce que la personne arrive à l'hôpital. Et c'est une filière qui doit être standardisée, mise en place. Et à chaque fois, tester son efficacité pour aller modifier certaines choses pour que ça soit vraiment au bénéfice du patient. Alors quand je parle de filière, d'abord la personne qui fait les AVC, il faut que la famille ou bien l'entourage sache les signes d'un AVC qu'on avait décrit la dernière fois. Et il faut que la personne elle-même sache que il y a quelque chose qui se modifie chez moi, donc je suis en train de faire un AVC et appelle un centre, un numéro vert par exemple. Et au bout du fil, il y a un médecin ou bien une personne qui régule tous les appels. Et après que la personne ait eu cet appel, donc va poser des questions à la personne qui est au bout du fil et pose des questions par rapport à la survenue et aux facteurs de risque des AVC. Et après, cette personne va chercher une place dans une structure qui est capable de prendre en charge des patients victimes d'AVC pour vérifier s'il y a un lit. Et dès lors qu'il y a un lit, la personne appelle une ambulance, une équipe d'ambulanciers. Donc, avec un ambulancier, un infirmier ou bien un médecin urgentiste à bord, dès qu'ils arrivent sur le lieu, ils essayent de maîtriser la situation et après maintenant font rentrer le patient dans l'ambulance et en direction de l'hôpital. Dès qu'ils arrivent à l'hôpital, c'est directement au scanner. Et après que le scanner soit fait, on verra si c'est un AVC hémorragique ou un AVC ischémique. Et donc à partir de là, le malade est admis dans une structure de neurologie spécialisée dans la prise en charge des AVC, avec présence d'un médecin neurologue. Très bien. Qui va chercher à connaître les causes de la survenue de cet accident, à évaluer les facteurs de risque et appliquer le traitement. Et donc le traitement va consister à déboucher l'artère là où il y a le caillot, ou bien à faire arrêter la pression dans le cerveau, donc diminuer la pression là où l'artère s'est éclatée pour stabiliser le patient.
Voilà comment ça se passe. Le reste, c'est beaucoup plus spécialisé que ce que je vais vous raconter ici. Donc, quand la personne qui arrive est hypertendue, le médecin cherchera à normaliser, à faire baisser la tension au seuil admis. Si la personne est diabétique, on fera baisser le taux de sucre. Si la personne présente des troubles respiratoires, on va aspirer, on va mettre l'oxygène. Et le reste sera symptomatique par rapport aux autres signes présentés par le malade. Et ensuite, rentrera en jeu la prise en charge du kiné. Du kiné qui va regarder et qui va prendre en charge l'hémiplégique ou non, de l'orthophoniste pour les troubles de la parole, et le reste du traitement se fera de façon multidisciplinaire. En fait, tout le monde est engagé dans cette prise en charge. Le cardiologue, le pneumologue, le rhumatologue, le kiné. Donc, l'orthophoniste, compte tenu de ce que le malade présentera, on aura à faire appel aux autres spécialistes. Très bien. Alors, vous avez déjà répondu à la question qui vous demande en quoi va se résumer de façon globale la prise en charge des AVC. Oui. Alors, maintenant, moi, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, professeur. Vous parlez de la filière, vous avez décrit cette filière-là depuis la survenue de l'AVC jusqu'à l'arrivée à l'hôpital, le processus ou bien le chemin, vous l'avez décrit. Maintenant, je voudrais savoir si ça colle bien avec notre réalité. Vous avez parlé d'un numéro vert. Est-ce que ce numéro vert est déjà opérationnel chez nous ici? Non, ce que je disais, c'est... Et cet échange téléphonique, est-ce que la ligne, tout ça, est-ce que c'est déjà en place? Non. Voilà. Ce n'est pas encore en place, nous sommes dans un processus. Et ce que je vais dire, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois environ, nous venons de faire une enquête nationale sur les facteurs de risque des AVC et donc mise en place par le ministère de la Santé. Et donc à partir de là, nous allons faire la cartographie des facteurs de risque sur l'ensemble du territoire, et cela nous permettra de démarrer quelque part, sûrement à partir de Lomé, et nous sommes en train là maintenant de faire le plaidoyer pour que ce numéro vert existe. Mais si ce numéro vert existe, il faut qu'il y ait les autres processus qui soient mis en place, notamment les ambulances médicalisées, la permanence des neurologues dans les structures de santé, et également la disponibilité des médicaments qu'il faut pour prendre en charge ces malades-là. C'est tout un processus à mettre en place. Et je pense que ce soir, tout le monde nous entend et que tous les acteurs et tous les décideurs nous entendent pour nous aider à mettre en place ce plan-là qui permettra de prendre en charge en temps réel les patients afin d'éviter que le handicap qu'ils vont présenter ne soit pas aussi important, afin d'éviter également les morts inutiles. Parce que si nous rentrons dans les statistiques, la moyenne d'âge de ceux qui font les AVC est de 58 ans. Ce sont des sujets encore jeunes qui ont encore cette force-là pour apporter quelque chose au développement du pays. Et nous devons tous tout mettre en œuvre pour que cette ampleur-là soit vraiment à un niveau raisonnable. Alors, il faut aussi compter sur la disponibilité, bien l'accessibilité du scanner. Vous avez dit, dès que le malade arrive directement, c'est au scanner qu'on l'envoie pour distinguer ou bien diagnostiquer le type d'AVC, hémorragique ou ischémique et l'importance de la lésion. Très bien. Alors, Olive, tout à l'heure, le professeur a parlé de la prise en charge qui est pluridisciplinaire. Donc, nous allons passer à un sujet, justement. Nous allons passer à un sujet que notre équipe de reportage nous a ramené. Dans la prise en charge des patients d'AVC, plusieurs disciplines se convergent pour des résultats efficients. Quel est le rôle de chaque acteur? Nous allons écouter ceux kinésithérapeutes, les kinésithérapeutes dont l'apport n'est pas du tout négligeable dans le traitement ou la prise en charge des victimes d'AVC. On y va tout de suite avec le second sujet. J'espère que tout le monde est au courant de l'AVC, c'est la tension. Je vais
Là, voilà. Il travaille chez moi. Il y a les AVC traumatiques, il y a les AVC d'origine diabétique, tumérale et consorts. Il y en a beaucoup. Maintenant, la particularité des choses, disons que nous avons 3 sortes d'AVC. Il y a le mix, il y a l'ischémique, il y a l'hémorragique. Et tout cela, le kiné doit le savoir par rapport à sa prise en charge. Notons aussi que les AVC hémorragiques souvent tombent dans le coma. Donc la prise en charge est aussi relative par rapport à cela. Ceux qui tombent dans le coma, qu'est-ce qu'il faut le faire? On se fixe des objectifs. Bien sûr que c'est le médecin soignant qui envoie le kiné pour la prise en charge physique. Maintenant, par rapport à nos prises en charge, nous posons notre examen physique, nous posons notre diagnostic et c'est en fonction de cela que nous allons élaborer notre plan de traitement. Dans le plan de traitement à court terme, jusqu'il faut entretenir, éviter des séquelles. Quelles sont les séquelles qu'on peut éviter? Il y a des séquelles d'alitement, il y a des séquelles cardiovasculaires qu'il faut beaucoup éviter en adoptant des postures. Il y a des séquelles de fonte musculaire, des raideurs. Il faut mobiliser pour éviter tout cela. Maintenant, lorsque on quitte l'étape de coma, maintenant le malade commence par se réveiller, il faut chercher à faire un lever. Le lever, il doit être précoce. Maintenant, après le lever, on peut commencer par renforcer à long terme. Maintenant, le renforcement musculaire, les entretiens articulaires qu'on met, c'est juste pour permettre aux patients de commencer à déambuler. Maintenant, au cours de la déambulation, on met le col de marche et c'est avec le col de marche, le patient finira à acquérir l'autonomie physique, bref, la marche. Et si possible, retourner dans ses activités quotidiennes. J'espère que c'est comme ça on prend en charge en matière de kinésithérapie que nos patients atteints de l'AVC d'origine hémorragique. Maintenant, par rapport aux autres patients, aux autres AVC ischémiques, il faut faire les mêmes choses, mais sauf que là-bas, le court terme ne dure pas. Puisque ces gens de patients, dès l'arrivée à l'hôpital, la plupart, 2-3 jours, peuvent se lever. Donc chez eux, il faut quand même commencer par renforcer automatiquement. Mais toutefois, en tenant compte des chiffres tensionnels et glycémiques, parce que c'est très important par rapport au dosage des exercices qu'il faut donner aux patients. Par rapport aux patients traumatiques, AVC traumatiques, la plupart font beaucoup le coma chez eux. Je vais en venir à la neurochirurgie où moi j'interviens. Donc la plupart font longtemps le coma. Chez eux, les séquelles sont vraiment énormes. Alors professeur, une réaction par rapport à l'intervention du kinésithérapeute? Merci. Je voudrais rendre vraiment un hommage aux kinésithérapeutes qui interviennent beaucoup dans la prise en charge des AVC et qui nous aident à relever les patients de leurs déficits. Mais ce que je voudrais rectifier, est-ce qu'il existe 2 types d'AVC? Les AVC ischémiques liés au caillot et les AVC hémorragiques liés à l'éclatement des vaisseaux. La confusion qu'il y avait tout à l'heure, c'était la notion d'AVC traumatique. Ça n'existe pas. Peut-être c'est des hémiplégies ou bien des déficits en rapport avec un traumatisme crânien. Donc il n'y a pas vraiment d'AVC traumatique. Donc c'est juste la réaction que je voulais faire par rapport à cette intervention. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci, et la suite des questions. Alors professeur, quand on sait que la prise en charge est pluridisciplinaire, est-ce qu'on retrouve sur place toutes ces disciplines qui interviennent dans la prise en charge? Parfois c'est un peu difficile.
un peu difficiles dans la prise en charge du handicap. Les kinésithérapeutes, il y en a assez suffisamment, mais ça ne suffit pas toujours. Les orthophonistes, ils ne sont pas nombreux pour la prise en charge de ces patients victimes d'AVC. Et puis, il y a une particularité, les ergothérapeutes, ce qui aide à remettre en fonction les membres. Par exemple, je suis droitier, je suis paralysé à droite. Et donc, on sait que je ne peux pas récupérer efficacement. Il faut que quelqu'un m'aide à pouvoir utiliser la main gauche à la place de la main droite. Et le plus souvent, ce sont des ergothérapeutes qui aident à restaurer cette fonction ou bien à transposer cette fonction à un membre qui est mineur dans les activités. Donc c'est ça. En plus de ça, nous avons les psychologues qui aident à soutenir le patient parce que c'est un moment de détresse où vous êtes une personne valide et puis brutalement vous perdez tout, vous perdez vos fonctions. Mais il faut que vous encaissez le coup. Voilà. Il faut qu'on vous aide à encaisser le coup et ce psychologue... Un soutien moral. Un soutien moral psychologique à la victime et un soutien moral également à la famille. Et donc ce soutien-là permettra à la personne victime d'AVC d'avoir un peu de force morale pour continuer son chemin. Un soutien moral à la victime parce que le patient victime justement d'AVC devient une charge à la famille. Soutien moral à la famille, j'allais dire. Oui. Donc le patient devient une charge, donc la famille aussi a besoin d'un soutien. Une charge également pour la société, parce que la personne travaille quelque part, a des charges. Il n'y a pas que la famille, la famille. C'est les conséquences sociales, par exemple. Oui. Alors, Carole, moi j'ai une question pour le professeur. Oui, professeur, dites-nous, quelle est la chance de survie ou de guérison d'un patient qui a fait par exemple un AVC ischémique? Oui, bon, tout non, ce n'est pas ischémique, hémorragique, parce qu'on a appris que l'AVC hémorragique, c'est une urgence. Il faut vite agir. Les deux relèvent d'une urgence. D'une urgence capitale ou bien pour l'hémorragie? Pour l'hémorragie, ça dépend de l'étendue de l'hémorragie. Si c'est une petite hémorragie, bon, ça peut passer tranquillement. Si c'est une grosse hémorragie aussi. Mais ce que nous avons remarqué, contrairement à ce qui est dit, les patients victimes d'AVC hémorragique récupèrent plus aisément que les patients victimes d'AVC ischémique. C'est ce qu'on a remarqué en termes cliniques dans les services. Okay. Donc voilà. Donc il ne faut pas dire que les AVC hémorragiques sont plus difficiles à gérer et donc laisser de côté les AVC ischémiques. Il faut les prendre à part égale. Tout dépendra du terrain du patient, de ses facteurs de risque également. Et de la partie de la lésion. La partie où se situe la lésion et l'étendue de la lésion. Effectivement. Alors, dites-nous maintenant, professeur, en quoi va consister la prise en charge d'un AVC ischémique? Alors, la prise en charge d'un AVC ischémique comme un AVC hémorragique consistera d'abord à hospitaliser la personne. On ne peut pas recevoir un patient victime d'un AVC et le laisser partir à la maison. D'abord, il est hospitalisé dans un lit, dans un endroit calme, avec des personnes dédiées à sa prise en charge. Et comme je le disais, le médecin va évaluer les facteurs de risque, diabète, hypertension et les autres, l'obésité et autres. Et c'est à partir de là que ce médecin mettra en œuvre un traitement, d'abord par rapport aux facteurs de risque, un traitement par rapport au type d'AVC. S'il est ischémique, il mettra en place un traitement dont le rôle sera de dissoudre le caillot. Donc c'est un traitement médical, médicamenteux, oui, ou bien c'est chirurgical? C'est un traitement médicamenteux. D'accord. Donc le plus souvent, on est amené
à mettre en place des médicaments qu'on dit antithrombotiques, des médicaments qu'on dit anticoagulants pour aller dissoudre le chaos et laisser le sang circuler pour aller apporter de l'oxygène et du sucre à la cellule en souffrance. D'accord. Alors, une fois que c'est fait, les facteurs de risque pris en compte, le reste dépendra du handicap, de l'hémiplégie, la kiné, du handicap. Quand vous parlez du handicap, vous voulez faire allusion aux séquelles? Aux séquelles, hémiplégie et autres, du langage également, l'orthophonisme et du reste. Alors si nous n'arrivons pas à maîtriser la tension, on fait appel le plus souvent au cardiologue. Si la personne a des troubles du rythme cardiaque, c'est les cardiologues qui interviennent, mais tout médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, peut prendre en compte ces facteurs-là. Alors, vous parlez également de la durée du traitement. Cela va dépendre aussi du type d'AVC que vous avez à traiter. Oui. Et la durée maximale, si on prend en compte aussi le temps de récupération du patient, 2 mois, 3 mois. Alors, je vais dire quelque chose. Plus on prend très vite en charge le patient, plus il a des chances de récupérer. Puisque les cellules du cerveau ne doivent pas souffrir au-delà de 4-6 heures. Donc ce qui fait que dès lors que l'accident s'est déclenché, ce n'est pas la peine d'aller chez le charlatan, le féticheur ou le pasteur. Il faut immédiatement aller à l'hôpital. Dès que le scanner est pris en compte, est fait le diagnostic posé, on met en route le traitement pour lever l'obstacle, et donc les cellules les cellules du cerveau ne vont plus souffrir et la récupération se fera progressivement, parfois très vite, parfois lentement, jusqu'à la récupération totale ou partielle. Je ne vais pas donner un temps de 2 mois, 3 mois. Ça peut être une prise en charge à vie. Ça peut être une prise en charge en un temps donné, mais prise en charge à vie avec le patient hospitalisé chez vous, à l'hôpital? Non, le patient sort de l'hôpital, mais il a un traitement. Un traitement de ces facteurs de risque, par exemple l'hypertension, on n'en guérit pas. Il faut prendre le traitement à vie. Le diabète peut se stabiliser, mais il faut prendre le traitement à vie. Ce sont des maladies chroniques. Ce sont des maladies chroniques, donc il faut prendre, et c'est ce temps-là qui est important. Dès la sortie de l'hôpital, le patient doit prendre ses médicaments. Il ne faut pas qu'il soit trompé, parce que c'est ce qui se passe souvent. On vous dit, ouais, aujourd'hui votre tension est à 12, donc vous êtes guéri de votre tension, vous pouvez laisser. On vous a mis en place un médicament, une aspirine, on vous a mis ça en place. Non, c'est un traitement d'enfant, il ne faut pas le prendre. Et ce sont des erreurs qu'on pose et qui entraînent la fatalité après. Un patient qui a été victime d'un AVC doit être suivi tout le long de sa vie par un médecin qui va mettre en place un chronogramme de suivi. On ne peut pas se dire que oui, maintenant je ne sens plus rien, j'ai tout récupéré et laisser tout le médicament à côté. C'est le médecin qui va arrêter ou diminuer le traitement. Par rapport aux AVC hémorragiques, j'entendais tout à l'heure, c'est le même suivi. Après qu'on ait récupéré ou pas, les médicaments sont souvent les mêmes. Antihypertenseurs, antidiabétiques et autres. Voilà. Et le régime alimentaire associé. Très bien. Ok, alors Olive, tu l'as dit tout à l'heure, le professeur aussi, il est là pour le confirmer, que la prise en charge des AVC est une prise en charge pluridisciplinaire. Ça veut dire que c'est plusieurs disciplines, mais si vous le voulez bien, plusieurs spécialités qui entrent en jeu pour que le patient, bien la patiente recouvre sa santé. Toutes ces spécialités-là, des disciplines-là doivent être réunies. Alors tout à l'heure, on a vu le kiné qui a parlé. Nous allons donner la parole aussi à un orthophoniste.
L'orthophoniste, c'est eux qui s'occupent du langage. Lorsque le patient, après un AVC, a perdu l'usage de la parole, l'orthophoniste intervient donc pour l'aider à retrouver la parole, à reparler. En quoi va consister exactement le travail d'un orthophoniste? Nous allons écouter un tout de suite. L'orthophoniste, lui, s'occupe de problèmes de troubles de langage après l'AVC, les troubles de la déglutition aussi, pour évaluer les patients sur les troubles de la déglutition afin d'éviter les complications au niveau pulmonaire. Il faudrait dire que la prise en charge des patients prend assez de temps, puisque les prescriptions, ça varie de l'étendue lésionnelle du patient. Donc, en fonction de la zone touchée et des complications des symptômes, les paramètres langagiers que le patient même présente nous permettra de définir les modalités de prise en charge. Il faut noter que chaque patient est différent d'un autre. Il y a plusieurs types d'aphasie. C'est en fonction de l'évaluation et des signes cliniques que le patient présente que le professionnel orthophonique doit mettre son projet thérapeutique afin de pouvoir aider cette personne. Les difficultés majeures que nous rencontrons chez ces patients, ce sont des cas au niveau du côté financier, puisque la prise en charge orthophonique, étant donné que c'est une prise en charge à long terme, et qui permet un suivi aussi bien déterminé. Le plus souvent, certains patients n'arrivent pas à honorer, disons, les prises en charge. Aussi, il y a, comment appelle-t-on, les frustrations lors des prises en charge. La communication avec l'entourage. Donc le professionnel orthophonique prend ça en compte pour pouvoir les aider à pouvoir quand même s'initier à communiquer avec l'entourage. Alors professeur, dites-nous, est-ce qu'il y a des facteurs de risque de rechute après un traitement? Oui, les facteurs de risque, c'est d'abord la méconnaissance de la maladie, c'est-à-dire que on ne sait pas de quoi on a souffert, il n'y a pas eu beaucoup d'explications, donc on ne sait pas, on pense que le traitement qu'on a prescrit c'est une boîte, et puis dès qu'on finit, c'est fini, la maladie est guérie, on abandonne le traitement, c'est le premier facteur. Et facteur associé, c'est les facteurs financiers. Ceux qui n'ont pas d'assurance, ceux qui n'ont pas de prise en charge en famille ne vont pas avoir des moyens pour aller acheter les médicaments ou bien pour payer leur séance de rééducation. Ça aussi, c'est un facteur. Et puis maintenant, les autres facteurs, c'est la prise en compte des facteurs de risque. Lorsque c'est pas vraiment bien fait, c'est pas suivi, le patient n'est pas compliant par rapport, il prend par exemple les médicaments 1 sur 2, par exemple, là aussi c'est aussi un facteur. Et puis après, le stress, la dépression. J'ai fait un AVC, je commence pas à déprimer, la vie pour moi devient inutile, donc j'abandonne tout. C'est là où doit intervenir le psychologue. Oui, c'est là, normalement. Voilà. Et puis, donc, la régularité de suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le patient sort, on ne lui dit pas, bon, vous avez rendez-vous dans un mois. Il vient dans un mois, on ne lui dit plus rien, pour lui, tout est terminé. Donc ça relève de nous, les spécialistes. De vos insuffisances. Oui, c'est vrai. Et manquement. Et manquement. Il faut le remarquer. Il faut l'admettre aussi, professeur. Oui, on l'admet. Donc tout ça, ça dépend. Nous devons vraiment établir un chronogramme de suivi par rapport au patient. Et puis, ça dépendra aussi de la fidélité du patient. Si il est suivi chez vous et puis après on lui dit chez tel médecin je vais aller chez telle personne qui fait il change, va voir un médecin qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé, tout ça, ça peut aussi un autre facteur qui peut entraîner des récidives. Des récidives aussi.
Alors, professeur, dites-nous, est-ce qu'on peut guérir définitivement d'un AVC? Oui, bon, on peut récupérer définitivement d'un AVC, des séquelles d'un AVC. On peut. Et on en a plusieurs cas. Pour les personnes qui viennent très vite à l'hôpital, qui sont vite prises en charge, qui prennent régulièrement leurs médicaments, qui récupèrent. Mais d'autres personnes peuvent avoir certaines séquelles, que ce soit des séquelles psychologiques, très difficilement perceptibles, ou bien des séquelles motrices, ou bien des séquelles au niveau du langage. Ça peut exister. Mais je vous assure qu'on peut définitivement être rétabli après un AVC. Qu'il soit hémorragique ou bien ischémique, on peut définitivement en guérir. Oui. Très bien. Mais la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le suivi. L'observance du suivi. Ouais. Très bien. Alors, revenons sur le traitement. Nous sommes toujours sur le traitement. Parce que ce soir, nous voulons mettre beaucoup plus l'accent sur le traitement et la prévention. Alors, pour ce qui concerne le traitement, vous avez parlé tout à l'heure de la prise régulière des médicaments. Est-ce que le traitement des AVC est un traitement contraignant qu'on se situe au niveau des 2 AVC? Oui. Est-ce que les traitements sont-ils dénudés des effets secondaires? Les patients se plaignent parfois des traitements qu'ils reçoivent? Oui, ben, les patients se plaignent. Par exemple, pour les médicaments antihypertenseurs, où ils prennent le médicament et puis après commencent par avoir des vertiges. Il faut qu'ils retournent chez le médecin, qu'on prenne la tension. Si la tension diminue trop, donc le médecin va essayer de diminuer le traitement antihypertenseur. Ou bien lorsqu'on le prend, on prend le médicament, mais malgré tout, on a des maux de tête, on a toujours des vertiges, on est mal à l'aise, on tousse. Je pense qu'on doit aller revoir le médecin pour réadapter le traitement. On ne peut pas dire qu'on a les effets secondaires et arrêter de soi-même le médicament. Il faut aller revoir le médecin. Alors, aujourd'hui, professeur, dites-nous, est-ce que les réponses thérapeutiques que vous donnez aux AVC sont suffisantes et efficaces? Ou bien vous pensez qu'on peut aller vers de nouvelles pistes thérapeutiques qui sont envisageables dans le futur? Dans le futur, il y a d'autres médicaments qu'on peut aborder, qui sont des médicaments, par exemple, utilisés pour dissoudre efficacement les caillots. Par exemple, les médicaments, nous, en termes techniques, les thrombolytiques, qui coûtent un peu cher, qui permettent, dans un délai très record, d'aller dissoudre le caillot de sang. Donc cette pratique n'est pas chez nous parce que c'est des millions qu'il faut mettre en place pour pouvoir prendre en charge un malade. Il y a une autre technique qui est utilisée maintenant, qui consiste à faire monter un cathéter jusqu'au niveau des tuyaux de l'artère au niveau du cerveau et à aller capter le caillot et le dissoudre. Ça, c'est des techniques mécaniques et qui sont utilisées ailleurs et donc qu'on peut mettre en place pour pouvoir prendre en charge ces patients. Mais en tout état de cause, l'urgence, c'est d'aller à l'hôpital avant les 4 premières heures, après la survenue, pour se faire prendre en charge. Même si on n'a pas ces techniques médicamenteuses-là, le seul fait d'aller à l'hôpital dans le délai record et de se faire prendre en charge par rapport à la tension, le taux de sucre dans le sang et l'utilisation d'autres médicaments pour dissoudre les caillots, je pense que nous observons plusieurs cas de bonne récupération à moindre coût. En ce qui concerne les AVC hémorragiques, c'est vrai qu'on a saigné dans le cerveau, ça peut être très important, mais ça peut être fatal aussi. Ça peut être fatal sur le coup. Oui. Comme les AVC ischémiques, ça peut être fatal. Fatal aussi. Donc, on ne peut pas faire la différence entre quelqu'un qui vient d'être paralysé et dire que ça là, oui, il est en coma d'emblée, c'est un AVC hémorragique. Non, non. C'est le scanner qui le déterminera. Donc, comme je disais tout à l'heure, un malade qui a fait un AVC hémorragique, qu'on prend en charge efficacement sa tension,
qu'on réglait ces problèmes de diabète, l'équilibre des solutés dans l'organisme et la mise en place de la rééducation, ce patient va sortir de son coma et progressivement va récupérer, parfois sans séquelles. Alors, lorsque vous parlez de coma, professeur, un patient qui a fait l'AVC, que ce soit ischémique ou bien hémorragique, peut rester dans le coma pendant combien de temps à peu près? Ça, il y en a qui restent pendant plusieurs années. Hein. Plusieurs années dans le coma. Dans le coma. Il y a des cas comme ça. Chez vous aussi, dans votre service, des années de coma? Non, on ne peut pas, parce que il faut des moyens. Il faut des moyens pour les maintenir dans leur état comatique. Oui, il faut des moyens, il faut des personnels qualifiés. Ça demande beaucoup d'investissement. C'est ça. Mais ce qu'on observe, il y a des gens qui restent dans le coma 1 mois et demi et qui s'en sortent progressivement. Il y a parfois qui sont rétablis. Très bien. Alors, des difficultés, lorsqu'on parle de la prise en charge des AVC, ça existe. La première difficulté, c'est lié aux moyens financiers dont le malade doit disposer, ou bien la famille doit disposer pour traiter le patient ou bien le parent. Mais à côté de ces difficultés financières, professeur, dites-nous, est-ce que vous n'avez pas d'autres difficultés, par exemple la survenue des complications qui sont des imprévus, par exemple? Comment est-ce que vous arrivez à les gérer? C'est difficile, hein? Il y a des complications liées à l'alitement. Le fait que le malade reste longtemps dans le lit, il peut avoir des complications. Voilà. Par exemple, des caillots qui vont se former au niveau des membres pour donner ce qu'on appelle une phlébite et parfois une embolie pulmonaire. Et qui complique le tableau. Oui, la survenue des escarres, les problèmes de dénutrition, le patient qui reste longtemps au lit, qui ne mange pas suffisamment, va être dénutri et va présenter des escarres. Mais à côté de ça, nous avons besoin, c'est l'après-AVC, après que le patient soit sorti des lits d'urgence qui nous posent d'énormes problèmes. Ça veut dire que nous devons avoir des structures de rééducation où le malade peut aller rester, passer un temps de quelques semaines à plusieurs mois pour être pris en compte par les kinésithérapeutes et les orthophonistes et les ergothérapeutes pour pouvoir récupérer. Malheureusement, on n'a pas ces structures en place. Les malades sont obligés de rentrer chez eux et parfois de rentrer dans ce qu'on appelle le parcours du combattant. C'est ça. Il lui faut un kiné et ça coûte cher, il lui faut un orthophoniste, ça coûte cher. Pour un suivi à domicile. Pour un suivi vraiment à domicile, ça pose problème. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est au niveau des régions, si progressivement nous arrivons à avoir un hôpital de rééducation par région, je pense que ça permettra de gérer les handicaps suivant ce qu'on a comme moyen. C'est vrai, professeur. Dans la prise en charge globale des AVC, des difficultés subsistent. Hein. Vous avez écouté le professeur les mentionner tout à l'heure. Mais pour les orthophonistes, ils sont tous unanimes pour reconnaître qu'il faudra beaucoup de patience avec les patients une fois qu'ils rentrent. Afin qu'ils rentrent à la maison après leur séjour à l'hôpital. Nous allons donc écouter 2 orthophonistes qui se prononcent sur cet aspect bien précis. Un appel par exemple à l'endroit des parents ou bien des familles. Les personnes aphasiques, vraiment, c'est des patients vraiment qui sont frustrés puisque c'est l'élément important qui détermine, c'est-à-dire l'entité humaine, c'est le langage. Une fois que tu perds le langage, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à communiquer avec ton entourage, tu es frustré, tu es déprimé. Donc, le message fort que je laisse à l'entourage par rapport aux patients aphasiques, c'est d'être patient, que ce soit dans la prise en charge, que dans la communication en général. Donc, je sensibilise, je profite de cette occasion pour laisser un mot de sensibilisation à l'endroit de l'entourage, de bien prendre en charge les patients aphasiques qui sont autour d'eux, de nous aider aussi dans leur prise en charge, puisque le professionnel seul ne peut pas prendre en charge le patient, l'entourage, les parents aussi peuvent contribuer dans la prise en charge. Donc il faut toujours suivre les soins orthophoniques, puisqu'il n'y a pas un médicament pour guérir l'aphasie.
troubles acquis du langage. Seule la rééducation orthophonique peut aider les patients aphasiques à communiquer, soit améliorer leur langage. Les troubles de langage, notamment consécutifs à des atteintes neurologiques, sont très durs à vivre, non seulement pour le patient, mais aussi pour la famille, d'où l'accompagnement familial. C'est toute une chaîne qui prend en compte également la famille. Donc, je vais chuter en disant que les troubles de langage ou les difficultés liées à un AVC sont très marquées, tant chez la personne touchée que chez son entourage. Donc, pour une bonne récupération des capacités, il faut de la patience, car la récupération dépend non seulement de l'atteinte, mais aussi de la motivation et de l'entourage du patient. Donc, nous préconisons pour les prises en charge des pathologies liées aux atteintes neurologiques beaucoup de patience. Donc, nous profitons pour sensibiliser la population sur la prise en charge orthophonique qui se veut patiente et intense. Oui, professeur, c'est vrai, pour les patients AVC, après le séjour à l'hôpital, le suivi à domicile reste une vraie problématique. On l'a déjà dit tout à l'heure. Pour certains parents, ce suivi semble vraiment compliqué. Alors, selon vous, où se situe la complication? Est-ce que ce n'est pas le fait que la personne qui peut-être a perdu la motricité de ses membres et qui est là dans son fauteuil, qui ne peut pas bouger pour ses besoins, est-ce que ce n'est pas ça qui rend peut-être encore plus difficile le suivi à domicile pour les familles? Le suivi à domicile, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est les moyens à mettre en place pour pouvoir faire fonctionner toutes les phases de la prise en charge. Si on manque de moyens, vous voyez, ça devient un peu difficile. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'éloignement par rapport au centre de soins. Quelqu'un qui habite dans une zone vraiment reculée, pour que le kinésithérapeute aille chez lui pour le prendre en charge, c'est tout un parcours du combattant, comme je le disais tout à l'heure. Et puis après, maintenant, comme je l'ai dit, l'orthophonie, c'est ici. Et puis le suivi. Parfois, on vous dit, le malade, il est trop lourd, on ne peut pas le ramener, on n'a pas trouvé de taxi. C'est tout un problème. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous sommes dans une démarche pour optimiser la prise en charge des patients, toutes spécialités confondues. Rapprocher les malades, par exemple, du centre régional de prise en charge. Et cela va nous aider. Parce que s'il y a ces structures-là au niveau des régions, je pense qu'on aura gagné une partie de la bataille. Alors, lorsque nous prenons l'étape de la rééducation fonctionnelle, cette étape-là, elle est très importante, hein, comme toutes les autres étapes d'ailleurs, mais dites-nous, est-ce que, pour ce qui concerne la récupération du langage, ou bien même d'un membre, est-ce que ça coûte cher? Il n'y a pas de médicaments par rapport à ça. Rééducation fonctionnelle, c'est les massages, les kinés qui s'en occupent. En fait, c'est les massages, les étirements, toutes les techniques qui consistent à aller stimuler la zone en souffrance, qui codait pour ses fonctions. C'est tout. Mais il faut le faire tout le temps. Mais ce n'est pas n'importe qui peut faire ces séances de rééducation. C'est quelqu'un qui est spécialisé, qui a été formé, oui, qui a assez d'expérience pour aller faire cette technique. Ce n'est pas parce qu'il faut rééduquer, masser, qu'on va aller chercher quelqu'un qui n'est pas spécialiste, qui vienne masser pour masser. Et je pense que ça rend difficile tous les facteurs de récupération. Alors, si nous prenons votre service de neuro, professeur, à quel pourcentage peut-on évaluer les patients qui retrouvent totalement l'usage de leurs paroles, bien de leurs membres?
avec assez de recul, c'est un peu difficile. Hein. Je disais tout à l'heure que c'est la rapidité de la prise en charge qui va dicter une récupération assez précoce. Mais si je vais sur une période de 5 ans, je ne vais pas donner 30% de récupération, hein, parce que c'est assez difficile. Mais il y en a qui récupèrent parfois de façon spectaculaire et d'autres qui ont toutes les chances de récupérer mais qui ne récupèrent pas. Donc tout dépend de la périodicité, de l'intensité, de la prise en charge en rééducation pour amener le patient à sortir de son handicap. Alors, pour ceux qui ne récupèrent pas vite, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'ils se laissent abattre par le mal? Est-ce qu'ils n'acceptent pas leur nouvelle situation en disant que j'ai été victime d'un AVC qui m'a paralysé une partie de mon corps, donc je dois lutter? Alors, ceux qui se laissent aller, est-ce que c'est... Tous les facteurs sont là. Hein. D'abord, il y a, comme je le disais tout à l'heure, l'acceptation de la maladie et maintenant la force qu'on se donne pour pouvoir vaincre son handicap. Voilà. Il y a ça, cette force-là qu'on doit avoir et tout dépendra de la prise en charge qu'on a donnée aux patients, de l'entourage également et des moyens en présence pour pouvoir faire face aux dépenses. Sinon, il y a certains patients qui se laissent aller très facilement. La prise en charge en psychologie n'est pas une prise en charge ponctuelle, ça doit être continu. Et également, il faudra que l'entourage accepte que la personne là, qui est le noyau de la famille, devienne paralysée. Et donc, c'est cette personne le plus souvent qui amène les moyens à la maison. C'est ce qui arrive chez ceux qui malheureusement travaillent dans le secteur informel et qui amènent les moyens, et une fois que tout est coupé, donc rien ne rentre plus et tout le monde est à plat sur le plan psychologique dans la maison. Et donc là, ça ne favorise pas les choses. Et les patients qui décèdent, professeur, malheureusement, il y a des décès. Je le dis aujourd'hui, ce soir, je m'incline devant la mémoire de mon mari qui a été victime d'un AVC et qui en est décédé les heures qui ont suivi. On n'a même pas pu réaliser le scanner. Il est décédé. Alors, dites-nous, le décès, ces décès-là qui surviennent, est-ce que c'est dû au fait que la prise en charge n'a pas été rapide et spontanée? Et tout est possible. Hein. Il y en a qui décèdent sur le champ. Sans même à cause de l'importance de la lésion? À cause de l'importance de la lésion et à cause de l'importance des facteurs de risque aussi, qui ne sont pas maîtrisés. Donc ces personnes-là peuvent décéder tout de suite. Parfois, c'est les moyens mis en œuvre pour transporter le patient, pour l'amener dans les structures de soins. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'ambulance... Il faut une filière. Voilà. La filière où l'ambulancier, l'équipe d'ambulance va à domicile, prend en compte les détresses respiratoires, la tension, tout et tout. Déjà dans l'ambulance, tout est géré, tout est maîtrisé. À la maison, on maîtrise, ça peut prendre le temps que ça doit prendre. Et après, on remet dans l'ambulance et on continue la prise en charge jusqu'à l'arrivée dans l'hôpital. C'est une prise en charge continue. Donc je pense que tous ces facteurs-là sont à mettre en place pour arriver à gérer efficacement non seulement les AVC, mais aussi les autres maladies qui relèvent de l'urgence. Oui, Olive, professeur, malheureusement, certains patients s'en sortent avec des séquelles. Est-ce qu'il existe des séquelles irréversibles sur lesquelles l'on ne peut pas agir? Oui. D'abord, les séquelles, il y a les séquelles psychologiques, les séquelles motrices, le handicap, la paralysie, les séquelles au niveau du langage. Dans tous les domaines, on peut avoir des séquelles où la réversibilité n'est pas possible. D'accord. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut prévenir les AVC. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les mesures préventives importantes, professeur? Comme je le disais tout à l'heure, je parlais des facteurs de risque. Et c'est ce qui avait amené le gouvernement togolais à mettre en place, dès 2011,
après qu'il y ait une enquête sur le plan national sur les facteurs de risque, le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Et donc à partir de là, nous faisons des campagnes de sensibilisation comme nous sommes en train de le faire à l'instant avec vous. Et ce programme est chargé de prendre en compte tous les facteurs de risque, de les prévenir, notamment le diabète, sensibiliser les gens sur la quantité de sucre à prendre, la praticabilité des activités physiques et sportives, par exemple, à faire dépister la tension artérielle, aller chez le médecin ou bien l'infirmier pour se faire prendre sa tension. Et lorsqu'on se sait hypertendu, on va pour avoir la prescription de médicaments et qu'on prendra tout le long de sa vie, avec parfois des changements qui peuvent s'opérer en raison des effets secondaires qui peuvent survenir ou pas. Et les autres facteurs, par exemple le tabagisme, fumer, je pense qu'on n'en tire rien. Ce qu'on peut payer de ça, c'est un AVC, une crise cardiaque, un cancer des poumons, par exemple, le tabac. L'alimentation trop riche en gras, l'utilisation abusive de sel, notamment les bouillons cubes qu'on utilise à tort, en grande quantité, pour pouvoir séduire la famille. Pour donner du goût. Pour donner du goût. Et on dit botémie souvent. Pour donner du goût. Or, ça c'est bien à manger, le goût est bien. Mais après, les conséquences à long terme sont très grandes. Parfois dramatiques. Consommer, par exemple, des fruits. Et des légumes. Et des légumes. 5 portions, comme qu'on dit. Et ces fruits contiennent des sels minéraux, des vitamines qui nous protègent. Et comme je dirais aussi, boire suffisamment de l'eau. Au moins combien de litres par jour? Au moins 2,5 litres sur les adultes, au moins 2,5 litres par jour. Pour pouvoir Même si on n'a pas soif, on doit boire de l'eau. Oui, on peut une petite quantité pour s'hydrater. Donc boire suffisamment de l'eau. Et le rôle de l'eau, de cette quantité d'eau dans l'organisme par rapport à on transpire et on perd des sels aussi. Et il faut équilibrer en buvant de l'eau. Le rôle de l'eau par rapport aux AVC, c'est de fluidifier un peu, de rendre le sang un peu fluide. Pour que lorsque les mécanismes de mise en place des caillots viennent, que ça soit pas délétère pour nous. Il y a ça. Et puis, comment je dirais... Faire des exercices physiques, éviter la sédentarité. 30 à 45 minutes de marche tous les jours, si on peut. En tout état de cause, 5 jours par semaine, c'est important. Mais ce n'est pas la peine que les samedis et les dimanches, qu'on quitte la maison à 5 heures pour aller faire du sport. Et puis après, de faire les mi-temps bien arrosés. Devant des bouteilles de bière. De bière, de prendre la viande de porc bien grasse, la viande de chèvre bien grasse. Et après maintenant, si on fait l'équilibre... C'est comme si on n'a rien fait. C'est comme on n'a rien fait, on a plutôt gagné. On a plutôt rajouté du risque au risque. Donc je pense que c'est important. Et quand je parle de la praticabilité du sport dans chaque société, dans chaque famille, dans chaque collectivité ou bien au niveau national, il faut qu'il y ait un programme de mise en place, de mise en mouvement des populations. Par exemple, un samedi par mois, tout le monde sort, on marche, on marche sur une certaine distance, on transpire. Et je pense que c'est bénéfique pour la collectivité qui s'engage dans ce processus-là. C'est très bien. Et je m'en vais féliciter les jeunes que je vois tous les samedis et dimanches, de Agoué jusqu'à Lomé-Plage, qui circulent, qui chantent, qui dansent et qui font du sport. Je pense que tout le monde doit s'engager dans ça. Dans les mairies, on doit organiser ces séances volontaires de
le sport, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des terrains et de conserver les réserves dans les mairies pour assez d'espace vert pour permettre à la population d'aller faire du sport. Parce que lorsqu'on met ça en place, ça permet de conserver l'effectif de l'agglomération. Et donc d'avoir une force, parce que c'est sur ces personnes-là qu'on perçoit des taxes pour faire développer les mairies, les agglomérations. Donc si on met en place ces politiques-là, je pense que tout le monde sera heureux. Alors dites-nous, professeur, est-ce qu'à titre préventif, on ne peut pas prescrire un traitement anticoagulant justement pour fluidifier le sang et éviter un AVC chez une personne à risque, par exemple? Une personne qui n'arrive pas à boire de l'eau régulièrement à raison de 2,5 litres par jour, est-ce qu'une personne qui a risque, une personne hypertendue ou bien diabétique ou bien une personne obèse, est-ce qu'on ne peut pas lui prescrire à titre préventif, je le précise, un traitement anticoagulant pour la fluidité du sang, par exemple? Est-ce que ce n'est pas possible? Ça ne s'autoproclame pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans une pharmacie pour dire, bon, presque je sais, voilà tel anticoagulant. Non. Ça ne va pas être une automédication. C'est pour ça que j'ai dit autoproclamation du traitement. D'accord. C'est un médecin qui met en place ce protocole de prévention qu'on dit primaire. Donc, vous avez vu le patient, vous avez évalué ses facteurs de risque de faire un AVC ou une crise cardiaque et vous mettez en place la prévention d'un AVC ou bien d'une crise cardiaque. C'est le médecin qui le met en étudiant le terrain du patient. Ça, ce sont les antithrombotiques. Je vais dire les aspirines par exemple. Les autres médicaments anticoagulants, c'est en fonction de la maladie trouvée qui soit en cause de l'AVC. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie cardiaque où le cœur ne fonctionne pas bien et qui nécessite un anticoagulant, c'est le médecin ou bien le cardiologue qui mettra en place ce traitement-là. Quelqu'un qui a certains facteurs dans le sang qui font fabriquer très vite les caillots, c'est les anticoagulants, c'est les médecins. C'est pour ça que quand un malade fait un AVC, la hantise de nous tous médecins, c'est de trouver une cause qu'on peut prendre en charge par ces médicaments-là. Et c'est pour ça qu'on demande certains examens et parfois les malades disent qu'on exagère. Non, parfois vos examens ou bien vos ordonnances sont très salées. C'est pour cela que les gens fuient les hôpitaux pour aller se faire traiter mais je pense ailleurs, chez les tradithérapeutes. Il faut comprendre que si le médecin demande ces examens-là, c'est beaucoup d'argent. Mais s'il trouve la cause et met en place un traitement, vous n'allez pas risquer un AVC. Car ni des complications. Il y a 16 ans, paix à son âme, le professeur Grumiski, on a fait une étude pour calculer le coût de la prise en charge d'un AVC en un mois dans les structures publiques. Un mois de prix, c'est 1,7 million. Wow. Alors que lorsque on respecte les mesures de prévention dont on a parlé tout à l'heure, c'est à 0 francs. Donc on peut prévenir un mois, 1,5 million, et pour le reste du temps, c'est entre 150 000 et 300 000 par mois, tout le long de la vie. Donc ce sont des maladies que nous-mêmes on va aller chercher, on va acheter. Et comme je le disais tout à l'heure, le seul respect des mesures préventives, ce sera assez important. C'est de l'économie qu'on fait en respectant les mesures. Mais si on se laisse aller, et on va payer. J'ai une question, professeur. Le cholestérol, est-ce que l'excès du cholestérol a un lien avec la survenue d'un AVC, par exemple? Oui, bien sûr. Puisque c'est quoi d'abord le cholestérol? C'est de l'huile, comme on dit. C'est de la graisse qu'on a. Et ce sont des éléments, comme je disais tout à l'heure, on va manger les viandes grasses, tout ça, tout rentre dans le sang et va entraîner une certaine
lourdeur du sang qui circule. Le sang sera lourd, épais. Et quand c'est épais comme ça, l'huile, la graisse va se déposer dans la lumière de l'artère et progressivement va boucher l'artère. Et quand l'artère est bouchée, le sang ne peut plus circuler et donc les cellules qui bénéficient des substances apportées par le sang, ces cellules-là vont souffrir et vont mourir, surtout au niveau du cerveau, pour déterminer un AVC. C'est ça. Donc c'est très important de parler de l'huile. Donc nous devons faire attention par rapport à la quantité. Les huiles que nous consommons surtout. On en consomme en excès. Imaginez une femme qui... Et des qualités douteuses aussi. Oui, qui fait du bauman. Du bauman d'ici, vous voyez l'huile, le surnageant, le bauman qui est, donc Bodessi par exemple, avec plein de gras, envie de comer, vous voyez, avec plein de gras, donc vous voyez tout ça. C'est à éviter. On n'a pas dit de ne pas en manger, mais en consommer, il ne faut pas du tout exagérer. L'excès de toutes choses étant nuisible. Nous nous trouvons devant une montagne de viande de porc, on veut tout finir et donc c'est une bataille souvent les samedis quand on va aux funérailles et il faut qu'on fasse attention. Voilà, merci professeur Olive, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Non, pas si vite Carole. Vous avez une dernière question? Le temps est parti à l'émission est fini, hein, Olive? Nous tendons vraiment vers la fin de l'émission, mais nous allons suivre une mémé. Nous allons suivre une mémé d'un certain âge qui a été victime d'un AVC. Sa fille a été achevée dès les premiers jours de sa prise en charge à l'hôpital. Oui, quoi dire ce soir? On va la suivre. Ça arrive. Donc on va suivre la mémé d'un certain âge. En fait, je n'étais pas là quand ça s'est passé, mais on m'a appelé. Je suis venue, on l'a amenée, en ce moment on l'a amenée au CHU Campus. J'ai vu la maman dans un état, c'était pas bon du tout. Et j'ai vu qu'une partie est paralysée, ça ne fonctionne pas. Mais avec le temps, quand on est arrivé ici, on voit qu'avec les médicaments, les traitements qu'on fait, ça s'améliore un peu. Donc on rend grâce à Dieu. En voyant son état, c'est qu'elle a fait une crise. Et ça s'est passé la nuit. C'est au lendemain qu'on a su que elle a fait une crise parce qu'elle était seule dans la chambre aussi. Donc ce sont les voisinages qui sont venus voir. Elle était couchée par terre, donc ils l'ont amenée à l'hôpital. C'est arrivé le dimanche, le 3 avril 2022. Donc, le dimanche, là, on est venu au CHU et lundi, le 4, on nous a amenés ici. Elle ne marche pas encore parce qu'on nous a déjà informé des conséquences de la maladie, que ça ne vient pas brusquement. La marche ne vient pas brusquement, mais avec le temps, on sait que ça va aller. Et pour les selles, ça va un peu. Ça va un peu arriver à la maison, on va faire le reste. Et son état aussi s'améliore. Alors, professeur, dites-nous en une phrase, que faut-il faire pour prévenir? Dites-nous en une phrase, que faut-il faire pour prévenir les AVC? Bien entendu, la phrase fétiche de notre programme, c'est pour vivre heureux, sans handicap, sans AVC, mangeons moins gras, moins salé, moins sucré, consommons des fruits, au moins 5 portions et pratiquons au moins 30 à 45 minutes d'activité physique, soit en termes de marche ou de course tous les jours. Merci beaucoup, professeur Carole. Oui, merci professeur d'être passé encore ce soir dans l'émission Santé d'abord. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir chaque fois. Et merci pour votre disponibilité. Je crois que votre dernier mot, votre dernière phrase n'est pas tombée dans les oreilles du sourd. Le professeur l'a dit, permettez que je reprenne. Le professeur a dit pour éviter un accident vasculaire cérébral, il faut manger moins gras,
moins sucré, moins salé. Pratiquer au moins 30 minutes d'exercice physique tous les jours et consommer des fruits, au moins 5 différents fruits selon les recommandations de l'OMS, et nous serons comme ça à l'abri des AVC. Merci professeur. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre fidélité à ce programme. Olive, merci. Non, merci à toi. On se donne rendez-vous donc le mardi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Santé d'abord. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci.